La sonnerie stridente du réveil me tira brutalement de mon sommeil. Je l'avais mis à sonner à 7h30. J'avais la tête lourde, et je mis quelques secondes à réaliser où j'étais. Je vis soudain défiler devant mes yeux les événements de la veille. Une angoisse sourde m'étreignit. J'allais, dans 2 heures, me retrouver face à 24 pères d'yeux, et j'appréhendais cet instant. Comment allait-il réagir? Comment allais-je me comporter? Serais-je à la hauteur? Je me rappelais, en cet instant, certains professeurs du collège, un peu faibles, que nous chahutions cruellement, sans penser à mal, sans nous rendre compte des dégâts psychologiques que nous provoquions ainsi. Je me rappelais aussi, en cet instant, notre effarement et notre incrédulité lorsque nous avions appris le suicide du professeur d'histoire de 3e du collège de Saint-Jean-d'Angély et que les élèves avaient tant malmené. Nous l'appelions Mégy. Il avait mis fin à ses jours pour faire cesser la torture mentale qu'il subissait quotidiennement. Ce jour-là avait été un terrible choc d'apprendre que les collégiens l'avaient tué par leurs chahuts et leurs pitreries, et pourtant, je me souviens que d'autres chahuts avaient suivi chez d'autres professeurs dans les jours et dans les semaines qui avaient suivi, chahuts provoqués par des élèves inconscients et insouciants dont la maturité manquait singulièrement d'épaisseur. Mon angoisse avait aussi pour origine cette arrivée brutale dans la vie active. 8 jours auparavant, j'étais encore un étudiant. J'aurais pu, si je l'avais voulu, continuer mes études. Mes parents m'y encourageaient. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans les chapitres précédents, un accident de santé 2 ans auparavant m'en dissuadait. J'avais eu une forte hépatite contractée au cours de mon année de première. Elle m'avait beaucoup fatigué, et l'année suivante, en début de terminale, 15 jours après la rentrée, j'avais craqué, ne dormant plus, incapable de me concentrer sur un quelconque travail intellectuel. Je m'étais arrêté 3 mois, jusqu'en décembre, et j'avais repris les cours au ralenti jusqu'à Pâques, sans travailler vraiment, incapable que j'étais de fournir un effort intellectuel durant plusieurs heures. J'avais finalement préparé la 2e partie de mon baccalauréat, en travaillant 2 mois, en mai et en juin, et je l'avais réussi, mais je n'étais pas totalement rétabli. Mon désir était de préparer le concours HEC, mais ce concours était difficile, l'année de préparation particulièrement astreignante et dure, tant physiquement qu'intellectuellement. Je pensais ne pas avoir le potentiel de santé pour tenter une telle aventure. D'autre part, la situation financière de mes parents à l'époque n'était pas de celles qui permettent à un étudiant de poursuivre des études dans des conditions matérielles confortables, et je ne voulais pas risquer de leur imposer des sacrifices que je savais réels et conséquents, sans être sûr de pouvoir mener à bien mes études. Or j'étais, je l'ai dit, persuadé du contraire. L'année de mathématiques élémentaires que je venais de terminer m'avait conforté dans cette idée. Alors que les années passées, j'avais brillamment réussi, tant en seconde qu'en première, malgré l'interruption due à mon hépatite, accumulant les prix et les accessites dans de nombreuses matières, j'avais peiné au cours de cette dernière année. Je n'avais plus la puissance de travail qui me caractérisait jusqu'alors, ni la clarté d'esprit qui me permettait de comprendre très rapidement et d'appréhender avec bonheur la résolution des énoncés de mathématiques et de physique qui nous étaient proposés. J'avais réussi à décrocher mon baccalauréat, mais j'avais le sentiment d'avoir surtout vécu sur mon acquis des années précédentes, et je sentais bien que je n'étais pas en état de me mesurer à nouveau avec les meilleurs élèves qui ne manqueraient pas de choisir la voie que j'aurais voulu prendre. Aussi avais-je décidé, dès le résultat du bac connu, de postuler pour ce poste d'instituteur remplaçant. À vrai dire, ce métier ne me déplaisait pas. 3 ans auparavant, un peu poussé par mes parents, j'avais tenté le concours d'entrée à l'école normale, mais je ne l'avais pas réussi. J'étais maintenant à pied d'œuvre.
Mon petit déjeuner avalé, je remontai dans ma chambre pour me munir du cartable qui m'avait accompagné durant mes 3 dernières années d'études. Je glissai dans ce cartable la blouse grise que ma mère m'avait lavée et repassée. C'était la même blouse grise que je portais au collège comme la tradition le voulait. Je pris le chemin de l'école qui se situait à flanc de colline le long de la route principale qui traversait Montguyon, sur le trottoir opposé au petit hôtel où je venais de passer ma première nuit d'enseignant. Une nouvelle vie commençait pour moi. Lorsque j'arrivai devant le portail de l'école, vers 8h40, quelques élèves attendaient déjà. J'étais un peu emprunté. J'avais l'impression que tous me dévisageaient avec insistance, et cela me mettait mal à l'aise. Je pénétrai dans la cour de l'école, et je me dirigeai vers le bureau du directeur. Celui-ci était déjà dans sa classe, et il me reçut aimablement. Il avait conscience, comme moi, de mon incompétence totale et il me prodigua quelques conseils. « Vous verrez, me dit-il, il y a un emploi du temps affiché au mur. Vous essaierez de le suivre. Faites-les lire, donnez-leur des opérations. En cas de difficulté, proposez-leur de dessiner. Ce soir, emportez avec vous les manuels et prenez-en connaissance. Le mieux pour vous est de suivre le manuel, au moins vous serez sûr de faire le programme. Faites un cahier journal où vous marquerez les leçons et les exercices que vous proposerez en fonction de l'emploi du temps. Comme vous avez 2 cours, essayez, quand c'est possible, de faire des leçons communes en histoire, en géographie, en observation. Cela vous facilitera le travail. En cas de difficulté, n'hésitez pas à me demander conseil. Je l'écoutais, mesurant soudain la tâche qui m'attendait, conscient plus encore que tout à l'heure de mon ignorance absolue de ce métier dans lequel je me trouvais soudain propulsé. Comment l'administration pouvait-elle ainsi nommer un individu sur un poste d'enseignant, avec en charge une telle responsabilité, sans la moindre formation, sans la moindre réunion explicative? L'éducation nationale, il est vrai, manquait cruellement de personnel. La plupart des jeunes enseignants avaient été envoyés en Algérie, où se déroulaient, depuis le 1er novembre 1954, des troubles que l'on avait pudiquement baptisés les événements d'Algérie, et la véritable guerre qui s'y déroulait était appelée les opérations du maintien de l'ordre. Aussi recrutait-on des jeunes diplômés sans formation, afin de pouvoir masquer la pénurie de maîtres, sans trop regarder à la qualité de l'enseignement dispensé. L'essentiel dans un premier temps était de permettre que chaque classe ait son enseignant, afin que la scolarisation des enfants apparaisse comme assurée. C'est ce que le ministère appelait une rentrée réussie. Or la rentrée avait eu lieu le 1er octobre, comme chaque année, et il importait de compléter au plus vite les classes laissées libres par la pénurie de maîtres. C'est ce qui expliquait ma nomination si rapide dès ma demande adressée à l'inspection académique au lendemain de la proclamation des résultats du baccalauréat. L'heure d'entrée en classe approchait. Les grilles venaient d'être ouvertes, et une marée hurlante de gamins entra dans la cour de l'école. Le directeur m'entraîna dans la cour et me présenta mes collègues de l'école de garçons. À cette époque, il y avait 2 écoles mitoyennes, l'école de filles et l'école de garçons. Elles n'avaient pas encore été géminées, c'est-à-dire que les garçons et les filles étaient totalement séparés. Dans les écoles de filles, seules des femmes pouvaient y enseigner. Dans les écoles de garçons, hommes et femmes pouvaient être indifféremment nommés. L'école de garçons comportait 6 classes. Parmi les collègues qui me furent présentés, j'ai les souvenirs de 2 d'entre eux. L'un, un homme de service ce jour-là, avait une forte prestance. Il surveillait l'évolution des enfants dans la cour. J'appris qu'il était délégué syndical et qu'il se chargeait, localement, de relever les cotisations des enseignants, qui presque tous adhéraient au syndicat unique, le syndicat national des instituteurs. Il se chargeait également de relever les cotisations de l'autonome, une assurance qui couvrait les risques du métier, c'est-à-dire les risques encourus
dans l'exercice de leurs fonctions par les enseignants susceptibles d'être traduits en justice sur plainte des familles à la suite d'accidents survenus aux enfants ou à la suite de voies de fait ou de calomnies sur la personne des enseignants. L'autre collègue dont j'ai le souvenir était une jeune institutrice normalienne de 20 ans dont c'était le premier poste. Elle avait en charge le cours préparatoire et elle enseignait à une vingtaine de gamins. La cloche retentit soudain et la cour redevint rapidement silencieuse. Les enfants, habitués, se rangeaient par deux devant chaque entrée de classe. Le sol se déroba un instant sous mes pas. Le moment de vérité était arrivé. Le directeur, sans rien dire, fit entrer les élèves, pénétra dans la classe et me fit signe de le suivre. Il les fit asseoir et, pendant que je l'observais, il écrivit au tableau 2 opérations, puis il appela à tour de rôle 2 élèves et les fit compter. Je ne perdais pas un détail de la scène et j'observais en même temps la réaction des élèves. Cette mise en train, qui dura environ 10 minutes, me permit de me ressaisir. Ce simple acte muet de mise en confiance de la part du directeur me redonna un peu d'assurance. J'essayais également, durant ce bref répit, de me remémorer les attitudes et les gestes de mes instituteurs du primaire lorsque j'étais leur élève, quelques 10 ans auparavant. Le directeur, une fois achevé cette séance de calcul, s'approcha de moi pour me souhaiter bon courage et pour me dire que tout allait bien se passer. Puis il ouvrit une porte de communication qui se trouvait près du tableau, en face des élèves, et qui donnait dans sa propre classe. Il rejoignit ses élèves qui s'étaient installés silencieusement à leur place et qui l'attendaient. La porte refermée, je m'assis au bureau situé sur l'estrade, et après avoir pris le temps de respirer longuement pour finir de me décontracter, je regardais les élèves et, tâchant de sourire, je me présentais brièvement et leur expliquais que j'allais être leur instituteur pendant quelques semaines. Puis, comme je l'avais vu faire chaque année au collège par mes professeurs, je leur distribuais une demi-feuille de papier. Je leur demandais d'y inscrire leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur adresse, le nom et le prénom de leurs parents, le prénom et l'âge de leurs frères et sœurs. Je m'aperçus très vite qu'il fallait, en leur parlant, être très concret. Ce petit exercice qui nous paraît si simple à nous adultes, posait à ces enfants de 7 à 8 ans une foule de questions qu'ils exprimaient à leur manière. Afin de garder la maîtrise de la situation, je pris une craie blanche et j'écrivis chaque demande de renseignement au tableau, passant entre les rangs pour vérifier que chaque enfant avait bien compris la consigne demandée, rectifiant au passage une erreur d'interprétation, puis je passai à la consigne suivante. J'allais même jusqu'à mettre un exemple au tableau. J'eus la surprise de voir certains élèves écrire l'exemple du tableau au lieu d'inscrire leur propre nom et prénom. Je touchais du doigt en cet instant la vraie difficulté de la pédagogie, savoir parler aux enfants en utilisant un langage qu'ils puissent comprendre et non un langage d'adulte, savoir exprimer très simplement et très clairement la consigne proposée, savoir aussi captiver l'attention de l'enfant, attention si fugitive chez certains. Ce simple exercice, si peu adapté à de jeunes enfants, me fut finalement très salutaire et m'apporta, à moi, jeune instituteur débutant, une foule de renseignements sur la façon de se comporter avec ses enfants. Il eut aussi le mérite, dès le premier instant, de nous placer en situation vraie. J'étais le maître, j'oubliais mon angoisse. Les enfants étaient en situation d'élève et ils réagissaient comme de petits élèves. La journée était bien engagée.